Je tiens à remercier tout particulièrement Stéphane Rochard, qui est directeur de cette magnifique école, et Patricia Bournet, ainsi que leurs équipes. Nous avons brainstormé sur cette thématique il y a quelques mois, et c'était l'idée effectivement des équipes internes de TBS, je tiens à le souligner, non seulement liée à l'actualité, mais liée aussi à l'importance et au fait que ce module-là est très important et de la volonté aussi de l'implémenter. Je voulais le dire. Merci à nos trois intervenants. Très rapidement, et sans transition, la parole est à vous. Quelques questions, s'il vous plaît. On a un cocktail juste après qui est proposé par Toulouse Business School. Quelques questions. 1, 2, 3, 4. Premier round. 4 questions. 5 questions. 5 est un chiffre magique. Qu'une gentille personne veuille bien passer le micro. C'est bon, il est passé. Il est passé, c'est magnifique. Présentez-vous en bref et posez votre question Zakaria Meliani, à quelqu'un. docteur en droit, professeur universitaire et auteur du livre La finance islamique et l'immobilier au Maroc. Et également professeur de droit ici à Toulouse Business School. Donc je remercie tout d'abord l'école. Par la suite, je passe au parrain de la finance islamique pour le remercier. Je remercie l'équipe présente. J'ai plusieurs questions là qui sont des questions d'ordre pratique. La première question vous concerne, Monsieur Benioli. Je vous ai cité dans mon livre. Et je voudrais savoir pourquoi vous ne ferez pas le produit Musharaka dans la palette de vos produits. Deuxième question. Quel est le profil type des agents qui commercialisent ces produits? Troisième question pour Monsieur Lhello. Je voudrais savoir pourquoi le législateur a opté pour une forme particulière de société pour les produits Musharaka, qui est la société des capitaux. Pourquoi pas les autres types de sociétés? Donc pour Monsieur Ktani. Ne soyez pas trop gourmand en question, parce qu'il y a encore des gens qui vont se dire c'est injuste, on parlait de justice, de solidarité. Premier venu, premier servi. Là, ouais. Non, solidaire, hein. Moi j'ai retenu solidarité, avec s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc pour mon professeur et Monsieur Ktani, est-ce que c'est possible? Comment vous pensez, à votre avis, comment devraient se comporter les banques et les sociétés de financement islamiques pour vendre un produit conforme? Merci. Alors, si vous avez noté les questions, on va faire passer à 2 autres personnes, comme ça on fait des regroupements, d'accord? Okay. Zakaria Bahji, je suis consultant en stratégie système d'information, donc je serai un peu moins gourmand que mon homonyme. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de pervertir cet écosystème de finances islamiques aujourd'hui? Parce que vous l'avez dit, c'est normal, c'est qu'aujourd'hui, la finance islamique, elle est beaucoup plus large que les banques islamiques. Or, il se trouve que seules les banques islamiques existent sur le marché. Et les banques islamiques, elles ne sont pas tellement éthiques, puisqu'elles ne mettent en place que 2 piliers, vous l'avez cité, Sihelo. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas de risque de pervertir? Et d'un point de vue modèle économique, je vous donne la chance de pouvoir nous parler du modèle économique. Aujourd'hui, la banque islamique, elle est plus chère que les banques conventionnelles. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de mettre en place un produit, mais c'est tout un paradigme qui est en train d'essayer de supplanter l'autre. Et en termes d'armes coût, il est plutôt assez faible. Voilà, merci. Bonsoir, je m'appelle Mehdi Star, je suis élève doctorant à l'ENCG de Tanger. Je suis là. Ouais. Bonsoir. J'ai essayé de réunir un petit peu quelques ouvrages et quelques recherches qui ont été faites au niveau de la finance islamique. Et une des questions que je pourrais poser, c'est est-ce qu'on peut plus ou moins faire une étude de la finance islamique à partir du modèle MEDAF et Black & School? C'est tout. Merci. Alors, est-ce qu'on prend d'autres questions? Oui. Les intervenants sont d'accord qu'on prenne plus de questions? Oui. Donc, on prend plus de questions. Alors, Mokhtar Hormouz, je travaille pour la banque privée Upline Group.
J'ai deux questions. Bon, la première question, c'est par rapport à la relation qu'il y aura entre les banques islamiques et la Banque centrale. Parce qu'on le sait, si les banques islamiques ont besoin de liquidités, comment ils vont se faire? À savoir que les banques islamiques, ou plutôt la Banque centrale, donne ça avec un intérêt. Et la deuxième question, c'est juste, Monsieur Talal Hello, si vous pouvez brièvement nous parler des banques privées islamiques. Les banques privées islamiques. Alors, dernière question, derrière personne. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie tout d'abord pour le panel des intervenants très compétents que vous nous avez ramenés ce soir. Je m'appelle Hnaoui Mohamed Amin, je suis assureur. J'ai trouvé en fait que vous nous avez fait un très beau tableau de la finance islamique, mais j'ai appris à me méfier des choses trop belles et j'ai aussi cherché en fait. Là, on a l'impression en fait que dans la finance islamique, surtout au Maroc, on ne va pas parler de finance solidaire, parce que bon, marketing islamique, ça parle mieux. Quels sont les acteurs en fait qui vont monopoliser la finance islamique? C'est les grandes places du marché, quelques banques banques arabes en fait qui vont avoir qui sera le législateur, comment il va choisir en fait de donner à telle banque ou tel organisme, comment ça va se passer? On sait très bien en fait qu'ils vont faire ça à leur sauce, enfin si je peux me permettre, et que ça va entraîner une sorte de libertinage sur le marché. En fin de compte, on va avoir les limites de l'économie, la finance islamique. Ça, c'est vous à l'échec. Enfin, j'espère que vous pourrez un peu plus être un peu plus négatif et un peu crever l'abcès et arrêter d'être positif en fait. Voilà. Merci. Soyons pessimistes. Oui. Ça c'est voilà, on va sortir avec ça. Je crois qu'on va, je crois que c'est bon. On va répondre et quitte à faire un deuxième round. Qui veut commencer? Honneur à Monsieur Ktiani. Merci. Alors, pour ne pas perdre de temps, je vais d'abord comment devraient se comporter les banques islamiques pour vendre un produit conforme. D'abord en mettant à la tête un directeur qui y croit. Ça, c'est fondamental. Ou bien des collaborateurs, genre c'est-à-dire des gens qui y croient. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas créer une banque islamique dans un environnement qui ne l'est pas si les promoteurs, le système en Malaisie, il a été lancé avec l'appui de l'État. L'État a encouragé le système financier dans un esprit d'élargir l'appareil productif malaisien et de lui donner plus de produits et de moyens pour élargir sa capacité productive. Le résultat a été que, actuellement, 20% de la finance en Malaisie, elle est islamique. Cela ne veut pas dire que le système mixte ne continue pas à fonctionner. Il y a encore 80%, ou la 75% peut-être, de la finance qui est conventionnelle. Mais le système, il fonctionne dans un système compétitif, productif et de concurrence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des déviations du système malaisien en matière de finance islamique. Bon, on ne va pas rentrer dans ce détail. Mais ce que je veux dire, c'est que la conformité à la charia dépend de deux éléments. Qu'il y ait un contrôle interne dans les banques et qu'il y ait un contrôle externe indépendant de la charia. Dans l'exemple de la Malaisie, le contrôle charia, il est lié à la banque centrale. Donc automatiquement, il échappe un petit peu à la mainmise de chaque banque malaisienne islamique, ce qui lui donne un pouvoir décisionnel.
Par contre, dans notre système marocain, le contrôle chariatique va dépendre des ulama qui sont ignorants dans le domaine de la finance islamique, qui n'ont pas produit beaucoup d'écrits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres qui sont compétents. Mais en tout cas, les noms qui sont désignés un petit peu du contrôle chariatique sont des ulama traditionnels qui n'ont pas écrit dans le domaine de fiqh al-mu'amalat, qui n'ont pas d'écrit dans ce domaine. Ils sont en train d'être formés maintenant dans les pays du Golfe. Le comité des ulama est parti à l'OIFI pour faire un stage récemment. Qu'est-ce que ça va donner? On verra bien. Mais en tout cas, ils ont un pouvoir consultatif. Ce n'est pas un pouvoir définitif. C'est la Banque centrale au Maroc qui détient la décision finale, même au niveau du contrôle chariatique. Donc, la conformité dépend de l'intention des gens et des ressources humaines qui sont de qualité nécessaires pour pouvoir opérer ce contrôle. Alors, est-ce qu'il y a des risques de perversion du système? Il est déjà perverti actuellement. Soyons pessimistes. Je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Le modèle des banques islamiques qu'on va introduire au Maroc, il est calqué sur le modèle des pays du Golfe. Soyons clairs. Nonobstant certains efforts qui pourraient être faits dans certaines banques islamiques ou dans certaines filiales des banques islamiques au Maroc. Ce modèle, il est basé sur une banque islamique commerciale. On ne peut pas reprocher aux pays du Golfe d'avoir des banques islamiques commerciales. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'agriculture, ils n'ont pas d'industrie, ils ont un territoire très exigu et on ne peut pas leur reprocher d'être des commerçants. Maintenant, ce modèle risque d'être calqué dans nos pays-là pour des raisons d'opportunisme financier. Les banques marocaines ne sont pas très convaincues par les banques islamiques. Et pourtant, ils vont enfanter un produit qui est bâtard par rapport à eux. Et donc, on imagine qu'il y aurait des difficultés au niveau de la relation entre la banque mère et sa filiale. Mais la demande, comme l'a dit Ibn Yuri, c'est la demande qui va être le dernier, qui va avoir le dernier mot. Pourquoi? Parce qu'il est surprenant que le Maroc est parmi les pays du monde musulman où la demande est l'une des plus fortes des banques islamiques. Voilà le paradoxe. On se trouve dans une société où les gens revendiquent beaucoup et énormément les banques islamiques, à tel point que les enquêtes qui ont été faites ont ébranlé les banques traditionnelles au Maroc. Ils leur ont fait peur. À la limite, j'aurais souhaité qu'il n'y ait pas ces enquêtes. Parce qu'ils ont donné une statistique hyper dangereuse pour les banques conventionnelles. 84% des Marocains vont changer de banque s'il y a des banques islamiques. Ça leur a fait peur. Et ils se sont dit, il n'y a qu'une seule solution échappatoire, c'est de créer des filiales. Ils n'auront pas besoin de changer de banque, ils changeront simplement de compte. D'un compte conventionnel vers un compte courant islamique. Donc, il ne faut pas se leurrer, on va reproduire un système nonobstant le fait que la pression sociale va continuer. Et les gens vont revendiquer. Et ces banques, on va écrire, on est en train de les surveiller. Et bien sûr, on pourrait citer des noms des banques qui ne respectent pas, et ils vont chuter sur le marché. Croyez-moi, parce qu'on a déjà fait chuter des expériences à Oujda simplement dans une conférence comme celle-ci. Tous les Oujdi ont retiré leur compte islamique. Donc on est là pour les surveiller. Et croyez-moi, l'opinion publique, elle suit ces genres d'affaires. La preuve, c'est que les sites sociaux, Facebook, etc., ont beaucoup d'influence et sont très suivis sur le marché.
Alors, je termine rapidement. La relation banque centrale et banque islamique, elle pose un problème. Et c'est vrai, un problème de liquidité. D'ailleurs, les banques islamiques, en général, ont un problème soit de sous-liquidité, soit de sur-liquidité. En général, ils ont un problème de sous-liquidité à court terme et de sur-liquidité à long terme. Pourquoi? Parce qu'ils sont normalement destinés à investir. Donc les gens qui ouvrent des comptes, une bonne partie de leur clientèle, elle ouvre des comptes bloqués, c'est-à-dire pour l'investissement. Donc, à long terme, ils ont un problème de surliquidité parce qu'il faut des projets d'investissement pour rentabiliser ces dépôts. À court terme, ils ont au contraire un problème de sous-liquidité. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas recourir à la banque centrale ni au marché interbancaire pour avoir des liquidités à court terme. Donc la solution qui a été proposée au Maroc, c'est de créer un fonds auprès de la banque centrale qui soit un fonds Modaraba. C'est-à-dire que la banque centrale se chargerait, elle recevrait un peu d'argent de chaque banque islamique, créerait un fonds commun, et ce fonds commun pourrait prêter à crédit à court terme, rémunéré par l'investissement de ce fonds ou le placement de ce fonds dans des utilisations conformes à la charia. Et ça sera sous la forme de Modaraba. Alors, les acteurs qui vont monopoliser la finance islamique au Maroc, l'avenir le dira peut-être. Il est certain que la présence des banques du Golfe, comme des banques associées aux banques marocaines, va jouer un rôle de stimulus pour les fonds destinés à l'utilisation et aux investissements sur le marché marocain. Une bonne partie de ces fonds va aller vers le murabaha, c'est-à-dire vers le fait de répondre à des besoins qui existent sur le marché, qui sont pour les consommateurs et les clients des banques, d'acheter des maisons et d'acheter des voitures, d'une manière islamique, par le biais de la murabaha. Donc une bonne partie va aller. Mais peut-être qu'une petite partie serait sollicitée pour les petites et moyennes entreprises. Il est à espérer. Pourquoi? Parce que l'esprit des banques islamiques, c'est pas le murabaha. Le murabaha, ça a été une sorte de ijtihad, c'est-à-dire de jurisprudence, qui a voulu permettre de répondre à des besoins des consommateurs pour les logements et pour l'habitat. Mais il s'est trouvé qu'elle a accaparé 80% des activités, ce qui a déformé un petit peu l'esprit. Je vais vous dire, l'esprit des banques islamiques et de l'économie islamique en général se résume à deux éléments. Le premier élément, c'est que c'est un esprit qui se base sur l'économie réelle et donc sur la création de la valeur ajoutée et donc sur l'investissement dans le cadre du partage des risques et donc des pertes et des profits. Et deuxième élément fondamental, sur l'investissement social. Si ces deux esprits ne sont pas respectés par les banques islamiques, ils auraient raté la deuxième opportunité qui est proposée à eux. Donc, rassurez-vous, vous qui parlez des risques, c'est nous qui parlons des risques parce que nous savons quel est l'esprit des banques islamiques et quel est l'esprit des banquiers au Maroc jusqu'à maintenant. Et comme la marge est encore grande, le risque est encore majeur. Merci. Merci Siktani, encore une fois. Je vais militer pour qu'on démocratise les cours de Siktani et limite créer des versions online. Mais on va en discuter après, pourquoi pas. Alors la parole est à Talal Hilo, c'est ça? Très bien. Merci. Je vais essayer d'être bref, comme ça peut-être ils auront l'opportunité de poser des questions. Alors, pour le MEDAF, Black & Scholes, le CAPEM, etc., ce sont des modèles qui sont basés sur des hypothèses. Déjà. Parce que souvent, le modèle est séduisant, c'est sympa, c'est exciting, comme ils disent les Anglais. C'est une formule mathématique, mais on oublie les hypothèses. Or, parmi les hypothèses de ce genre de modèle, on a par exemple l'existence d'un actif sans risque. Par exemple.
déjà ça, c'est une hypothèse qui pose beaucoup de contraintes. Parce qu'un actif sans risque, c'est quoi? C'est l'obligation. Or, il y a des obligations impayées, déjà. Autre hypothèse de ce genre de modèle, par exemple, la possibilité de vendre à découvert. Or, la vente à découvert n'est pas autorisée dans beaucoup de marchés. Autre hypothèse de ce modèle, la possibilité de pouvoir emprunter de manière illimitée. Ça n'existe pas comme hypothèse. Autre hypothèse de ce genre de modèle, l'information parfaite sur un marché. Dites-moi, est-ce que vous pensez que le paysan a l'information en même temps que le trader? Pourtant, tous les deux ont des actions Maroc Télécom. L'information n'est pas parfaite. Donc, les pauvres, les modèles, vous leur faites dire des choses qui peut-être dépassent un petit peu leur portée. Ces modèles sont vrais mathématiquement, statistiquement, pourvu que ces hypothèses existent. À partir du moment où l'une des hypothèses ne marche pas, c'est comme si vous me dites je suis musulman, bon, la prière, bon, il y a des hypothèses. Sinon, c'est imparfait. C'est pas complet. Donc, les modèles, si on veut les utiliser en finance islamique, ça pose des problèmes. Pourquoi? Parce que la philosophie est différente. Donc, le système, c'est pas d'islamiser les modèles, c'est d'utiliser ce qui peut être utilisé, comme par exemple la valeur actuelle nette, c'est un outil. Qu'est-ce qui empêche d'utiliser la valeur actuelle nette en islam? Le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est un élément d'actualisation. Par quoi on peut le remplacer? Par exemple, certains ont proposé le taux de croissance moyenne du PIB pour passer de l'économie monétaire virtuelle au réel. Donc on voit la croissance moyenne sur par exemple 5 ans et on utilise ce taux pour actualiser la valeur. C'est une proposition. Donc certains éléments sont utilisables, mais d'autres, il ne faut pas leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit. Alors, pour les banques privées, bon, de toute façon, je pense, mais M. Khalil pourra préciser ça, la gestion devra se faire par rapport aux contraintes qu'on a présentées et aux opportunités qu'on a présentées. Tout à l'heure, je ne sais pas qui a dit ça, il y a beaucoup d'interdits. Non, en fait, l'interdit est limité et le permis est illimité. C'est-à-dire que le cercle de l'illicite en islam est très limité. Le cercle de l'illicite est limité et le cercle du licite, en fait, c'est pas un cercle, c'est une aire parce que c'est illimité. Qu'est-ce qui est illicite? Il y a une règle en jurisprudence qui veut que dans le domaine des adorations, les ibadat, tout est interdit, sauf ce qui a été énoncé par le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on ne peut pas rajouter une adoration nouvelle dans l'islam, sinon chacun ferait à sa sauce. Par contre, dans le domaine des relations humaines, transactions, etc., tout est licite, tout ce à quoi vous pouvez penser, comme par exemple utiliser la valeur actuelle nette, sauf les éléments qui ont été précisés spécifiquement comme étant illicites, comme par exemple les jeux de hasard, l'intérêt, la viande de porc, etc. etc. Donc non, le domaine du licite est infiniment plus large que l'illicite. Pour finir, il y a notre ami qui est pessimiste, vous avez devant vous des acteurs parmi les plus méfiants de la finance islamique dans le Maroc. C'est-à-dire que nous, en général, on nous qualifie de méfiants et de pessimistes. Pour ma part, dans ce que je vous ai présenté, je ne sais pas est-ce que parce que vous êtes loin, mais dans chaque partie, il y avait limites, les défis et les limites. Donc pour chaque élément, il y a des problèmes. Si Khalil et moi-même faisons des recherches sur les marchés financiers, je peux vous dire que les marchés financiers islamiques, c'est beaucoup de choses et plein de choses qui ne sont pas très islamiques. Donc, au contraire, il n'y a pas de honte à évoquer des limites. Pourquoi? Parce qu'en ne les évoquant pas, le choc sera plus fort. Si on en parle, on peut travailler dessus et ça peut s'améliorer. Donc vous me dites que l'économie islamique est vouée à l'échec, moi je vous dis que le capitalisme il est en train de vivre l'échec. Donc est-ce que vous préférez travailler sur quelque chose qui a déjà prouvé son échec ou quelque chose qui a une probabilité de réussite quand même? Moi je prends la deuxième option, bref ça reste un avis personnel, mais en tout cas, le jour où vous voudrez des banques islamiques, on ne peut pas demander aux banques d'être islamiques alors que les musulmans ne sont pas islamiques. Donc le jour où les musulmans seront relativement islamiques, les banques seront relativement islamiques. D'ici là, elles seront le reflet de leur société qui les accueille. Voilà, merci beaucoup.
Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on a déjà eu droit à des réponses. Mais tout de même, j'apporterai, si vous voulez bien, quelques éclaircissements sur certains points qui me tiennent à cœur. Donc, je commencerai par notre ami qui a parlé des modèles, des MEDAF, Black and Scholes et autres, et il demande s'ils peuvent être valables pour la finance islamique. Je vous inverse la question, est-ce qu'ils sont déjà d'abord valables pour le conventionnel? Ils ne le sont même pas. Black and Scholes, tous les mathématiciens savent que c'est une formule fausse, au-delà des hypothèses. Mais même si elle est fausse, tout le monde y a recours pour le pricing. Et du moment que tout le monde price avec la même formule erronée, il y a un comportement moutonnier qui fait à ce que la prophétie s'autoréalise. C'est tout. Maintenant, parlons d'hypothèses, ils ont bien été explicités par notre ami Talal. J'ajouterai l'hypothèse de marché efficient sur lequel se basent ces modèles. On a des marchés efficients? Est-ce qu'on a des prix d'action qui incorporent tout l'historique des fondamentaux économiques de la valeur? On a tout sauf ça. Également, les probabilistes, ils supposent une distribution de lois normales. Donnez-moi une seule série de données financières qui suit une loi normale. Aucune. Ils sont tous soit un skewness, soit un kurtosis. Mais il n'y a aucune qui suit la distribution de loi normale. Donc non seulement les hypothèses sont irréalisables, donc ces modèles, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. Maintenant, non seulement on essaye de copier les produits, mais on essaie aussi de copier les outils de gestion de risque et on essaie aussi de copier les modèles. C'est la moelle épinière elle-même qui n'est pas adéquate. Il ne faut pas chercher dans le conventionnel. Ce n'est pas adéquat. Je ne dis pas que c'est mauvais ou c'est bon. Moi, je ne porte pas de jugement. Moi, je dis que c'est différent. C'est un autre métier. La finance islamique, ce n'est pas la finance conventionnelle, moins l'intérêt, plus la zakat et le waqf. Loin de là. La finance islamique, c'est un tout. C'est un ensemble. Il faut le prendre en entier. Et si vous voulez puisez dans le fiqh, où il y a plus de 3600 idées de contrats. L'IRTI, qui est l'Institut de recherche de la BID, de la Banque islamique de développement, et on a déjà recensé des centaines. C'est une immensité. Cherchons dans nos sources. C'est très riche. Maintenant, parlons de la musharaka. Et je rejoins l'idée de mon ami Talal. On exige que les banques soient islamiques. Est-ce que les clients le sont? Effectivement. Moi, je peux vous dire que pas beaucoup. Pas suffisamment. Et je m'explique. Lorsqu'une entreprise a un projet tiré par les cheveux, dont la rentabilité est assez tangente, alors là, il vient demander de la musharaka. Bien sûr, la banque refuse. Elle propose de la murabaha, de la dette. Elle va lui revendre du matériel, elle va lui revendre du stock, elle va lui revendre des choses à tempérer. Lorsqu'il y a un projet extraordinaire, l'entrepreneur en est jaloux. La banque islamique propose de la musharaka, même dégressive. Le client ne l'accepte pas, surtout pas. Vous me faites, s'il vous plaît, de la murabaha. Donc il y a une rencontre entre l'offre et la demande qui devrait faire le marché, qui ne se fait pas de manière naturelle. Donc là, il y a un sujet d'éducation de marché. Et on n'aura que l'offre qu'on mérite. Je suis désolé d'utiliser ça, mais c'est une réalité marché. Ajoutons à cela que ces produits de musharaka ne peuvent pas se faire dans les systèmes d'information conventionnels. Le système bancaire conventionnel ne sait pas faire ces produits. À peine s'il sait faire de la murabaha et difficilement. Et là, je vous parle de méandre de métier. Il faudrait un global islamic banking qui coûte cher. Il faudrait des investissements qui coûtent cher, de l'ingénierie qui coûte cher, de la structure qui coûte cher. Il faudrait qu'il y ait un marché dessus. Aussi, il faudrait verrouiller. Le client n'est pas très islamique. L'aléa moral, il pèse lourd, il est omniprésent. Pour verrouiller ça, il y a beaucoup de mécanismes. Il y a même des mécanismes plus développés que ceux du capital risque.
Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait développer, mais on n'a pas malheureusement le temps pour ça. Et cela fige le business model en lui-même. Pour celui qui a parlé du business model, pour me permettre de parler de ça, c'est mon dada. Moi, je dis que l'ingénierie financière, l'innovation en ingénierie financière, qui est le sujet de ma thèse de doctorat, l'innovation, on ne peut la qualifier de telle que si on sort du cadre. On casse le paradigme et on trouve autre chose. Si on se limite dans le copier-coller, on n'est pas dans l'innovation. On est dans la halalisation et qui est à côté de la plaque. On est au bon de touche. Si on veut vraiment innover, on peut innover et s'inspirer du fiqh pour toucher et épouser maqasid sharia, les finalités. Et par rapport au pricing, sachez que c'est un calcul bête et méchant. Il y a un retour sur investissement. Les banquiers, ils ont des comptes à rendre en matière de ROA, en matière d'ROE, ils ont des comptes à rendre à leurs actionnaires. Il faudrait assurer une certaine rentabilité. Sachez que dans l'expérience de finances alternatives au Maroc, on a vécu sur ces 4 années 4 baisses de prix. Parce qu'ils maîtrisent mieux leurs produits et leurs coûts de risque. Et plus on maîtrise, mieux on peut vendre moins cher, parce qu'on saura vendre moins cher. Vendre moins cher, il faut savoir le faire. Et pour ce, il faudrait qu'il y ait un laboratoire de produits. Il y a une certaine maturité que doit prendre le produit et un certain recul que doit prendre le gestionnaire de risque pour pouvoir s'exprimer sur un pricing correct du produit. Les banques islamiques ne sont pas là pour faire de la solidarité. Ils ne sont pas là pour faire de la charité, ils ne sont pas là pour faire du crédit à zéro, ils sont là pour faire du business. Je pense que les autres questions ont été bien expliquées, mais il y a tout de même des choses qui m'ont touché négativement. C'est par rapport à la confiance vis-à-vis de la Banque centrale et du Conseil supérieur des ulama. Et là, je vous fais un rappel sur un fondement shariatique. Ça veut dire croire en la bonne intention des gens, des opérateurs, jusqu'à preuve du contraire. Il y a également un fondement shariatique qui est un garde-fou, qui dit que min al-hazmi su'uddan. Ça veut dire que c'est de la rigueur, d'être méfiant. Moi, je vous dis que ces 3 conférenciers sont plus que méfiants, ils sont critiques. Mais c'est une critique constructive, c'est une critique positive, c'est une critique qui permet de faire mieux. Et je vous dis que le bonheur est dans le chemin. Il ne faut pas être utopique. Il faut commencer à militer de l'intérieur. C'est très facile de militer de l'extérieur. Militer de l'intérieur, j'en connais quelque chose. Et là, il faudrait joindre l'acte, je dirais, à la conviction. Et c'est ça l'explication littéraire de la foi. C'est de joindre l'acte à la conviction. L'iman ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Donc là, le militantisme de l'intérieur, il est encore plus dur et plus difficile. Et je vous y invite. Je vous y invite de s'y inscrire fortement. 1. Vous aurez la bénédiction divine. 2. Vous allez avoir la paix de l'âme. 3. Vous allez avoir beaucoup de labeur, mais beaucoup de bonheur. 4. C'est très intéressant. C'est juteux. Il y a quoi faire. C'est un marché encore vierge. C'est plus qu'une niche. C'est un marché qui va se faire, qui va s'imposer de lui-même. Parce que c'est de la bonne graine. Inscrivez-vous dès maintenant. Le secteur financier islamique au Maroc aura besoin de centaines de cadres, mais formés. Et pour répondre en un clin d'œil sur le profil que devraient avoir des commerciaux en banque islamique, moi je résumerais ça à 2 choses. Il faudrait qu'ils soient convaincus et convaincants. Merci. Merci Khalil Bniouri, Talal Hlo, Omar Ktani. Merci vraiment à tous. Un petit cocktail, vous posez vos questions et à très bientôt j'espère. Merci à TBS.